Alors bonjour à tous, déjà merci d'être venus pour ce débat qui portera sur le thème des quartiers populaires et plus précisément sur le contexte des quartiers populaires après les révoltes de juin-juillet. Il s'agit de voir avec les différents intervenants qui vont pouvoir se présenter comment on peut passer des oppressions et des inégalités qui caractérisent nos quartiers populaires à une forme de libération, d'émancipation et d'auto-organisation. Alors, on a de la chance à la fête de l'humain. Je pense qu'on est relativement nombreux à venir de quartiers populaires ou alors d'espaces ruraux qui ne sont pas nécessairement favorisés et que cette thématique va intéresser un grand nombre d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte aujourd'hui? En fait, on se souvient tous des révoltes qui ont eu lieu en juin-juillet suite à la mort de Naël et de la répression terrible qui s'est abattue sur la jeunesse issue des quartiers populaires. Donc, à partir de cet événement-là et de l'ensemble de la répression qui continue encore aujourd'hui à travers un certain nombre de lois discriminatoires et liberticides, on va pouvoir se poser avec les intervenantes et les intervenants un certain nombre de questions. Et donc, je vous propose d'organiser ce débat en 3 parties. Et pour cela, j'aurai besoin d'un maître ou d'une maîtresse du temps, parce que je ne sais pas gérer mon temps toute seule. Donc, si un volontaire est là, voilà, bienvenue. Merlin, merci. Et donc, ce que je vous propose dans une première partie, c'est d'abord peut-être de faire un point sur le contexte et le constat. C'est-à-dire où en est-on, comment se sont passées les révoltes, quelles ont été les réactions des différents acteurs, quelle a été la répression. Enfin, ça, c'est un premier point. Le second point, on peut, si vous en êtes d'accord, continuer à approfondir l'analyse et traiter des inégalités sociales et environnementales qui caractérisent nos quartiers. Et enfin, dans un troisième temps, se poser la question, comme nous sommes tous des militants et des acteurs des quartiers populaires, et du coup, on a là la chance aussi d'avoir une intervenante qui va aussi traiter du lien avec le monde rural, de se dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Quelles sont nos perspectives? Comment améliorer la situation? Comment favoriser l'auto-organisation des quartiers? Et donc, comment arriver à travailler ensemble entre des collectifs qui sont institutionnalisés ou des institutions et des collectifs qui ne sont pas nécessairement institutionnalisés. Donc on sait qu'il peut y avoir des différences de point de vue, qu'il peut y avoir aussi éventuellement des difficultés à travailler ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Et entre les organisations et collectifs blanches et non blanches. Donc voilà. Donc je laisse les 5 intervenantes et intervenants se présenter. Et si vous êtes d'accord, on a un peu moins de 2 heures devant nous. Donc on peut dire qu'on laisse 20 minutes pour traiter chaque question. Non. 30 minutes pour traiter chaque question et une petite demi-heure pour un débat avec la salle. Est-ce que ça vous convient? C'est bon? Ok. Bon ben, Mehdi, c'est à toi. Bonjour à tous, Mehdi, donc militant de quartier à Saint-Denis et membre du collectif, on a fondé ça il y a 1 an, le collectif contre les violences policières à Saint-Denis. Il y a 1 an avec le comité justice et vérité pour Yanis. On m'entend pas là? Ouais, faut peut-être que je... Ok. Donc Mehdi, militant de quartier, habitant à Saint-Denis et membre du collectif et fondateur du collectif contre les violences policières à Saint-Denis. Farid Benahi, syndicaliste, militant antiraciste, éducateur spécialisé dans le 93. Voilà. Et Front Uni des immigrations des quartiers populaires, membre fondateur. Ben donc, Mornia Lafsi, femme, j'aurais pas. Femme, du coup, j'habite à Nanterre, pas très loin d'ailleurs de là
été sauvagement exécuté le petit Naël. Je suis également militante syndicale CGT, militante antiraciste, et je fais partie de la coordination des comités de défense pour les quartiers populaires. Et puis j'ai d'autres casquettes, mais je suis surtout une femme des quartiers populaires qui lutte contre les discriminations raciales depuis très longtemps et qui par ailleurs les vit en concomitance puisque je remplis tous ces critères de discrimination. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Pierre Brunisso, je suis avocat et je travaille fréquemment, très souvent sur les questions de violence policière. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Collineau, je suis élue municipale à la ville de Nantes, je suis adjointe à la maire en charge des questions de santé. Moi je ne vis pas dans un quartier populaire, je tiens à préciser pour que ça puisse aussi être un élément de discussion. Et dans mon parcours, je ne fais pas partie de ces élus qui peuvent dire je suis née et j'ai grandi dans la ville où je suis élue, puisque moi j'ai grandi dans un tout petit bled, une petite commune de 800 habitants. Et donc c'est aussi là, et c'est pour ça que dans les éléments de discussion, je pense que j'y reviendrai aussi, je pense qu'il y a des liens à tisser forts entre les enjeux qui se posent dans les quartiers populaires et les enjeux de la ruralité, sans évidemment se dire que ce sont tout à fait les mêmes enjeux et qu'il n'y en a pas des différents dans les deux endroits, mais que malgré tout, il y a des complémentarités et qu'il peut y avoir aussi une organisation commune, des luttes communes à porter entre le monde rural et les gens qui vivent dans les quartiers. Et ça sera certainement le sujet autour des inégalités sociales qui nous amènera à pouvoir porter ces convergences. Et donc on a la chance d'accueillir aussi un nouvel intervenant. Bonjour, Monsieur Atala Jamel, participant à cette fameuse marche contre l'égalité contre le racisme de 1983. J'étais juste à côté sur un stand et on m'a demandé de passer vous voir, donc je suis avec vous aujourd'hui. Bien, merci à tous pour cette présentation. Donc du coup, je rappelle la question générale, en fait, comment dans le contexte comment dans le contexte de répression, de brutalité et de discrimination dans lequel on est en ce moment sous le régime Macron, comment se défendre, s'auto-organiser et créer un cadre de vie paisible et libéré des oppressions. Donc premier point, peut-être revenir sur ce qui s'est passé au mois de juin pour donner quelques éléments d'analyse et faire aussi un constat des conséquences en termes de répression et de violence policière. Ce qui s'est passé le 27 juin 2023 à Nanterre, c'est des choses qui se passent régulièrement, en tous les cas, pas une exécution comme ça directe, mais ce type de violence, on les connaît depuis de nombreuses années dans les quartiers populaires. Déjà dans les années 80, si on parlait d'émeute, alors que moi j'ai pas envie d'utiliser ce mot émeute, j'utilise plutôt le mot révolte, c'est des réactions à des situations qui durent et qui perdurent. La question des violences policières, pour nous en tous les cas dans les quartiers populaires, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça l'a pu l'être pour les Gilets jaunes, parce qu'ils ont ressenti cette violence, mais cette violence, elle existe dans les quartiers depuis un certain nombre d'années, et aujourd'hui, elle est plus visible parce qu'on est à l'ère du numérique, l'ère du téléphone. Je ne suis pas là pour aller accabler une institution policière ou la mettre en procès, parce que j'en connais quand même des policiers, des femmes et des hommes qui sont, on va dire, très attachés d'abord à leur fonction, et ils ont cette éthique. Mais la nature des violences policières d'il y a des années 70 et 80, elle était d'une autre nature. C'était une violence, mais l'approche était différente. Il faut savoir que le corps policier de fin des années 70 et 80, pour leur grande majorité, c'était des anciens appelés de la guerre d'Algérie. Dans l'esprit, ça existait encore, fin 70, début 80. Donc voilà, c'était ça, cette nature. On voyait ces jeunes comme venant d'ailleurs, avec ce truc dans la tête, voilà.
C'était ça, cette nature de violence. Mais 40 ans plus tard, c'est encore pire. Le corps policier est infesté d'une idéologie d'extrême droite qui a fait son nid et son lit. Les syndicats policiers d'aujourd'hui, c'est eux le pouvoir dans l'institution policière. J'ai envie de vous dire que même l'État, le gouvernement a peur de sa propre police aujourd'hui. Il faut vivre dans ces quartiers populaires pour observer, regarder ce qu'ils font et surtout les éléments de langage qu'ils utilisent. Je ne suis pas en train de brosser un tableau noir en disant tout est de la faute de la police. Mais en grande partie, ces violences, elles sont dues à un système. Et le gibier, parce que c'est comme ça qu'ils nous voient, ce sont ces jeunes Français qui viennent des ex-colonies. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on fait de la politique uniquement en montrant du doigt une partie de la population, de manière constante. Dans ce pays, on peut être raciste de manière naturelle à travers la télévision, et personne ne réagit, et ça n'émeut personne. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas peut-être il y a 40 ans, mais en tous les cas, c'est de manière très naturelle. Et aujourd'hui, comment on fait de la politique? Eh bien, une rentrée scolaire, on balance la abaya, et tout le monde est là comme des mouches autour de ce truc-là. C'est assez grave. Je pense que le personnel politique français et l'institution policière ne mesurent pas la gravité de ce qui peut se passer dans les quartiers populaires. Et je me pose même parfois la question, est-ce que finalement, on ne cherche pas une guerre civile dans ce pays? C'est assez terrible comme constat. En tous les cas, c'est le mien. Donc comment on doit répondre à ça? La seule manière, c'est évidemment l'organisation, la politique, et avancer comme ça. Et dans ces quartiers populaires, moi je demande à tous les partis politiques, tous les états-majors, d'aller au contact de ces populations. Parce que c'est bien d'en parler, mais il faut le voir. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, il y a déjà un certain nombre de problématiques qui ont été posées. Tu as évoqué la question de l'institution policière. On pourra l'aborder aussi avec Mehdi, vu qu'on en avait parlé au téléphone. Du racisme et de cette volonté de sédition de la part du régime. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Peut-être, Mornia, toi, en tant qu'habitante de Nanterre, tu peux nous donner quelques explications. Ensuite, Farid, et puis Mehdi, et ensuite, si tu le souhaites, les éléments juridiques. Du coup, moi, je vais être un peu en mode narratif, avant peut-être d'aborder la question politique et revenir sur cette journée du 27 juin 2023. Pour beaucoup de Nantériens et de Nantériennes, on se lève le matin et c'est vrai qu'il y a une petite différence entre le 27 juin 2023 et l'époque de la mort de Ziad Ebouna en 2005 et également tous les meurtres et toutes les violences policières qui ont été opérées sur les jeunes des quartiers populaires ces 30 et 40 dernières années. C'est que ça a été filmé et que ça a été filmé de sorte à ce qu'on voit l'ignoble, l'ignominie, c'est-à-dire la manière dont un dépositaire de l'État, un représentant de la police, ceux qui sont censés garantir notre sécurité, comment cet homme, avec l'appui de son collègue, tue d'une manière sauvage, parce que pour beaucoup, nous l'avons vécu comme ça, un enfant, et c'est pareil, pour beaucoup, ça nous a beaucoup choqué le fait qu'on parle de ce jeune homme, mais pas de le qualifier tel qu'il est. Un homme de 17 ans, c'est pas un homme, c'est un enfant. Et ce film, par son caractère violent, parce qu'il a pris l'instant T, le vrai, mais même la dureté et la violence de la scène par tous les axes, ça a tourné d'une manière assez importante sur les réseaux sociaux. Ça a tourné sur les réseaux sociaux qui sont utilisés par les mamans, notamment Facebook. Ça a tourné sur les WhatsApp, sur les Instagram. Et dès 10h du matin, pour beaucoup, on a été informés, non pas que on était étonnés qu'il y ait une exécution d'un jeune dans un quartier populaire,
C'est ça qui est traumatisant pour nous, c'est qu'on réalise à quel point finalement on l'intègre ça, et que ça devient commun pour un grand nombre d'entre nous, le fait qu'on tue nos gosses. Mais c'est que ça s'est passé à Nanterre. Et très très vite on s'est réunis sur l'esplanade de la préfecture. Il y avait déjà beaucoup de monde vers 10h. Le corps, il était par terre, avec un drap. Et la mère, qui était dans un état avec sa famille, à plusieurs centaines de mètres, qui ne pouvait pas atteindre le corps de son fils. Et son gamin, il est resté entre 4 et 5 heures par terre. Et ça traduit à la fois la violence de l'acte qui a fait que ce gamin, il a été tué par un policier, mais ça traduit aussi le manque d'empathie, la banalisation de la mort de nos enfants et du traitement qui sont opérés sur eux, simplement parce qu'ils sont racisés, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, simplement parce que leurs parents, quelquefois, ils ne disposent pas de l'accès aux droits. Et j'ai envie de dire, dans ce drame, la grande chance, c'est que d'abord, ça a été filmé, c'est qu'aussi, ça s'intégrait dans un continuum, comme l'a dit tout à l'heure Jamel Attala, de violence, de répression, à l'endroit de ceux qui n'ont pas l'habitude de les subir, en l'occurrence les militants écolos, en l'occurrence les militants blancs, en l'occurrence les militants des organisations syndicales. Et ces paramètres finalement qui étaient réunis ont fait que dès l'après-midi, ça a circulé un peu partout et que très tôt en réalité nous avons su, pour les mamans qui étaient sur place, mais aussi des jeunes qui étaient sur place en grand nombre, que ça allait péter. Ça allait péter parce que, en réalité, les violences policières, c'est la conséquence la plus violente du racisme systémique qui s'opère depuis plusieurs dizaines d'années dans les quartiers populaires. Et j'ai envie de dire, au moins en tout cas pour ceux que nous connaissons les uns et les autres depuis que nos parents sont arrivés dépaysés et qu'ils ont occupé des postes d'ouvriers et qu'ils étaient exploités certes, mais qu'ils vivaient dans des conditions qui étaient complètement des conditions qui n'étaient pas celles prévues pour des humains dans les bidonvilles, dans les cités de transit et ensuite dans les HLM, dans le dur. Et depuis quelques années, pour plein de raisons, parce que finalement nous sommes devenus visibles dans l'éducation, visibles dans la société, visibles dans l'espace politique, visibles, j'ai envie de dire, dans les médias, eh bien finalement ça a crispé. Ça a crispé à la fois cette droite qui est en réalité une droite dure, une droite capitaliste, mais une droite qui hiérarchise les humains au regard de ce qu'ils sont socialement et au regard de ce qu'ils sont en termes de race et au regard de ce qu'ils sont en termes de genre, mais aussi cette extrême droite qui n'a pour finalement comme étendard que l'immigré, l'autre, celui qui ne ressemble pas aux Français de souche. Et puis on a eu une gauche institutionnelle qui s'est tue volontairement, ou quand elle prenait la parole, elle le faisait de manière électoraliste, et on en a la preuve l'année dernière, avec finalement des organes de gauche qui certes disent le minimum, disent que c'est pas bien d'être islamophobe, disent que c'est pas bien la discrimination raciale systémique, quelquefois dénoncent les violences policières. Mais nous, ça ne nous suffit pas finalement qu'on vienne dénoncer à des moments, et notamment quand il faut mettre le bulletin dans l'urne. Ce que nous devons, ce que nous voulons, c'est d'être dans ces instances-là. D'abord parce que d'autres ne peuvent pas parler à nos places. Que personne, comme pour les femmes, peut mesurer les dégâts de tous ces mécanismes de discrimination, les dégâts sociaux, les dégâts économiques, les dégâts psychologiques, les dégâts sur nos gosses, sur les mères qui travaillent et qui pour beaucoup sont dans des boulots précaires, les boulots sur nos enfants qui pour beaucoup sont exclus de l'éducation parce que l'éducation n'est pas républicaine, parce que depuis des années elle est un laboratoire de discrimination et qu'elle exclut nos gosses qui se retrouvent à 14 ans dans la rue. Mais également toutes ces institutions publiques qui ont été prises pour cible pendant cette révolte. Cette révolte qui arrive pas dans un deuxième temps en réalité, tout de suite dans l'instantanéité suite à ce meurtre violent. Cette révolte qu'on a tenté de dépolitiser, mais qui a exprimé clairement des choses, qui a exprimé le ras-le-bol de ces discriminations, le ras-le-bol
symbole de cette ostracisation dans des territoires qui, tu as raison, sont victimes de tout ce qu'on peut imaginer comme effet de l'injustice sociale, mais qui vivent également les injustices écologiques. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Comment ne pas parler du département du 93, qui est le département qui est exposé aux pires émanations de gaz à effet de serre? Comment ne pas parler du fait que les personnes les racisées, les plus précaires, parce qu'ils ont des salaires qui sont très bas, n'ont pas la possibilité de s'alimenter de la meilleure façon? Comment ne pas parler aussi de ces populations qui sont plus que les autres, écartées de la santé? Parce que lorsqu'il y a des déserts médicaux tu as raison, dans les domaines ruraux, eh bien, c'est le cas également chez nous dans les quartiers populaires. Et quand on additionne tous ces éléments, tous ces critères de discrimination, eh bien on obtient une révolte de jeunes qui vont taper. Tout ce qui est institutionnel, oui, les écoles aussi, ils les ont tapés. Et j'ai entendu des jugements, mais parce que pour un grand nombre, l'école, c'est là où on leur apprend qu'ils ne seront jamais à leur place. Quand il sera question d'occuper autre chose que des postes d'ouvriers, qui les exposera à des risques les plus pénibles ou aux salaires les plus bas. Oui, ils ont tapé les mairies, parce que c'est aussi là qu'ils ont vu leurs parents se faire humilier quand ils venaient réclamer des documents. Oui, ils ont tapé également les représentants du capitalisme, parce que leurs parents, eux et leurs sœurs, vivent l'inflation de la manière la plus violente. Alors oui, ils ont été politisés. Oui, c'est pas du tout la même politisation que tout ce qui est institutionnel. Mais en même temps, tout ce qui est institutionnel, mes amis qui êtes de gauche, force est de constater que ça ne marche pas. En tout cas, pas lorsque les quartiers populaires ne sont pas présents et pas lorsqu'on ne leur laisse pas la place d'exprimer de manière objective, exhaustive, ce qu'ils vivent au quotidien en matière de discrimination raciale. Et parce qu'on ne leur laisse pas la place, à un moment donné, pour dire les mesures qui doivent être opérées pour neutraliser toutes les discriminations qu'ils subissent au quotidien. Et là, alors, nous aurons le rapport de force pour combattre la machine de guerre néolibérale, raciste, que nous avons face à nous ces derniers temps. Merci Mornia. Farid, est-ce que tu es d'accord avec Mornia? Pour toi, cette révolte est-elle politique? Alors, on est sur une première partie de débat qui est le contexte dans ces gassins. Donc sur un débat qui est complètement en trois parties, qui nécessite par ailleurs d'autres temps et certainement qui appellera à d'autres temps de rencontre pour des approfondissements, parce que c'est vrai qu'on passe à gros traits sur des questions qui valent le coup d'être dépliées. Dans ce que j'ai entendu, bien sûr que j'ai plein de points d'accord, notamment sur les violences policières n'ont pas commencé en juin avec Naël. La permanence a été soulignée et en effet, cette permanence, elle remonte même au système colonial qui par ailleurs n'est pas fini. On l'a dit, la filiation, et ça amène à nous interroger sur la fonction de la police aujourd'hui, mais de la fonction de la police d'hier et de son affiliation. Je rappelle que cette police a été vichiste. Ça a été rappelé effectivement que la plupart des policiers sont venus des colonies et ont été affectés dans les quartiers parce que la représentation c'était vous parlez leur langue, vous allez pouvoir les mater. Bon, et que par ailleurs, si je voudrais aller vite, cette police-là, il ne s'agit pas des personnes, il s'agit bien évidemment, et ça a été souligné à juste titre, des faits systémiques. On est dans un État qui produit du racisme systémique, et sa police ne peut être que raciste. Enfin, la question, ce serait comment ne pourrait-elle pas être raciste ? Étant donné que par ailleurs, si on veut être un antiraciste conséquent, il faudrait se poser la question de l'anticolonialisme, il faudrait être aussi anticolonialiste conséquent et anti-impérialiste conséquent. Or, sur ces deux points-là, il faut nous interroger aujourd'hui sur la faiblesse de ces deux mouvements, particulièrement en France, et de l'économie de guerre qui est faite et les choix
des gouvernements qui sont faits en termes d'investissement. Et quand on investit pour la guerre et pour l'armée, bien entendu, on n'investit pas pour les services sociaux. Alors bien évidemment, moi je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, qui est très juste. Je rejoins bien sûr que la révolte qui a eu lieu est politique. Et que quand on parle d'émeutes, méfions-nous. C'est derrière ça, il s'agit de relents encore d'un discours avec des soubassements idéologiques racistes et colonialistes qui tentent d'inférioriser, qui tentent, à travers l'infériorisation de catégories de personnes, de déshumaniser. Et c'est tellement plus facile, puisque c'est plus un enfant qui est mort, c'est un arabe, et puis en plus il avait un casier judiciaire. Ah là, ça passe mieux déjà, dans le commun des esprits, parce que tellement l'idéologie raciste, capitaliste, a été d'en haut, imprégnée par tous les corps, y compris dans mon propre corps, l'éducation spécialisée, y compris dans le syndicalisme, où là il y a des vraies questions qui mettent en tension, notamment sur l'économie de guerre, l'armement, etc., etc. Bon, bien, et des intérêts financiers en Afrique qui maintient l'intérêt de classe pour certains et la précarité toujours pour d'autres. Et il y a quand même ça, parce que comment on peut être en rupture? En même temps, ça renvoie à deux approches qui sont contradictoires et qu'il faut approfondir ici. C'est ce que je qualifierais l'approche idéaliste et l'approche matérialiste. Bien sûr qu'on n'a pas le même point de vue quand on habite 400 mètres carrés dans une banlieue cossue et un HLM à Nanterre. Ou dans le 93, qu'on a du mal à boucler les fins de mois. Qu'on s'appelle Mohamed ou qu'on Mamadou. Ben c'est clair. Donc ça, c'est un point de vue matérialiste. Et il y a des gens qui pensent, qui écrivent, et qui ne vivent pas dans ces conditions. Et qui ont un point de vue idéaliste. Et ces contradictions, et on le retrouve sur plein de débats, plein de mots, plein de questions. Et à mon avis, il devrait y avoir une multiplication de rencontres comme celle-ci. Moi, je suis content qu'il y ait une diversité de façon à ce que, effectivement, ces deux points de vue, et c'est normal qu'ils se confrontent. Hein. C'est normal. Hein. Moi, je ne connais pas les problèmes dans le Berrichon, dans les terroirs, etc. Et pourtant, je sais qu'il y a des points communs sur les services publics, sur la question des inégalités à partager. Mais en même temps, moi je suis aussi issu d'une histoire où on a commencé à prendre en considération les violences policières à partir du mouvement des Gilets jaunes. Mais sur des techniques qui ont été expérimentées dans les quartiers. Par ailleurs, j'aimerais souligner qu'à ce titre, la BAC est une police d'exception, et ça gêne personne, avec un mandat territorialisé, avec un armement spécifique, avec une demande de rentabilité, faites du chiffre, faites du contrôle. Et quand on sait que cette police a cette affiliation coloniale, raciste, mais au service d'un gouvernement, par ailleurs, qui produit ce racisme systémique, et dans le même temps, il veut nous faire croire qu'il combat à travers des officines. Mais on connaît la musique depuis SOS Racisme et compagnie. Bon, qu'ils vont pas nous la faire à l'envers. Mais en même temps, effectivement, ceux qui sont censés être progressistes et dans le camp de l'émancipation, moi je leur demande de faire un effort, de sortir de ce point de vue idéaliste, pour donner les conditions s'ils veulent, vraiment approfondir, articuler, parce que ça soit sur la question sociale, ça soit sur la question raciste, ça fait partie du même édifice répressif et régressif du gouvernement. C'est cette machine de guerre que soulevait à juste titre Mornia. Les premières victimes, on sait qui ça va être, bien évidemment. Et les gamins, les jeunes dans les quartiers l'ont très bien compris.
C'est pour ça qu'ils se sont révoltés de façon massive, pour dire on n'accepte pas, pour dire nous ne voulons plus de morts dans nos quartiers, pour dire la prochaine fois que vous viendrez tuer nos frères, on ne laissera pas passer, on n'accepte plus et on va vous faire la guerre nous aussi. Et à ce titre-là, moi ça m'a fait penser le caractère massif de ça. Ça m'a fait penser à quelque chose. C'est 1789. Parce que cet État, mis à part la Corée du Nord ou des pays dictatures, cet État a suspendu les réseaux sociaux tellement il était débordé. Il a dit on arrête WhatsApp, on arrête Twitter, on arrête machin, on fait le blackout total. Quel État aujourd'hui qui se dit démocratique fonctionnerait comme ça? Il a été dépassé par le caractère massif de ces révoltes partout sur le territoire. Je m'en arrête là. Du coup, merci Farid. Mehdi, tu peux continuer justement à travers ton implication dans un collectif contre les violences policières. Et ensuite, Maître Brunso va pouvoir donner son regard d'avocat sur ce qui s'est passé. Oui, rapidement pour compléter, ce qu'on a pu voir en fait, je souscris à tout ce qui a été dit, effectivement, en l'occurrence, on doit le dire, l'assumer, le répéter, ces révoltes étaient politiques. Elles étaient politiques, et en l'occurrence, je pense qu'il y avait deux aspects, en tout cas, qui étaient les critères de révolte et ce pourquoi les gens sont sortis. Effectivement, c'est ce qu'avait pu dire Mornia, typiquement, c'est que grandir dans les quartiers populaires, en fait, grandir dans les cités, c'est faire l'apprentissage de l'humiliation, quoi. L'humiliation vis-à-vis de la police, parce que la police, effectivement, c'est quoi? C'est traîner avec un pote et se faire, en fait, direct, je sais pas, c'est à chaque fois, se faire réprimer juste pour être posé, en fait, juste pour être posé sur un banc, juste, hein. Et en plus, dans les banlieues qui commencent à se gentrifier, on voit de plus en plus, le décalage, en fait, entre deux personnes plus âgées, blanches, etc., en fait, qui sont posées. Et nous, à côté, en fait, quand on est posé, etc., là, à partir de là, on se fait réprimer, en fait. Donc c'est ça, cet apprentissage de l'humiliation, effectivement, avec la police, effectivement, aussi à l'école. En fait, dans plein d'institutions, en l'occurrence, dans les banlieues, en réalité, on se retrouve toujours face à cette humiliation. Et de fait, on a vu les jeunes descendre dans la rue pour ça. Il y a un truc sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que c'était aussi des émeutes de la faim. On s'est retrouvé avec des personnes qui allaient au Carrefour taper le Lidl, etc., qui en ressortaient pas avec des télés, machin, écran plat, etc. Non, sortaient avec du lait en poudre, sortaient avec du fromage, des produits de première nécessité. Il y a 10 piges, je me rappelle, il y a un peu plus de 10 piges. Quand on voyait ça dans les... je sais plus exactement c'était où, c'était en Afrique, on voyait les émeutes de la faim, machin, etc. Là, actuellement, ce discours-là, en fait, il n'existe pas. C'est comme si, en l'occurrence, c'était parce qu'ils voulaient s'éclater, en fait, qu'en l'occurrence, ils étaient partis taper le Lidl, etc. Non. En fait, ce qu'on trouve dans les banlieues, c'est les classes populaires, c'est le mouvement ouvrier, en fait. C'est la classe ouvrière, c'est des personnes, en fait, qui, je veux dire, on se retrouve avec une inflation énorme depuis 1 an et tout ça. Bien sûr que s'en s'est ressorti dans les révoltes, en fait, de juillet. Donc c'était des révoltes à 2 titres. Et sur le constat aussi, un truc qui a été, ça a été un révélateur de plein de choses, en fait, ce qu'on a vu là cet été. Ça a été pour plein de gens découvrir qu'effectivement son collègue est raciste, etc. C'était un délire par rapport à ça. On a tous capté qui était à peu près où, qui se situait où, en fait, avec ça. Il y a un truc qui a été révélé aussi avec ces révoltes, c'est la répression et le niveau de radicalité de l'État vis-à-vis des jeunes de quartier populaire, en fait. On s'est retrouvé en 2005, on a attendu 1 semaine, en fait, avant qu'il y ait l'état d'urgence qui soit mis en place. Là, en 24 heures, on se retrouvait avec la BRI, on se retrouvait avec les corps spéciaux, de partout, 45 000 policiers dans toute la France pour réprimer une révolte comme ça, en fait. Donc ça a pu permettre quand même de révéler effectivement le niveau de radicalité de l'État, le fait que, au fur et à mesure, en fait, des lois d'exception, on appelle d'exception, mais maintenant qui sont en fait une sorte de fonctionnement normal.
en fait. C'est-à-dire maintenant l'État peut faire ce qu'il veut. On s'est retrouvé, on a vu quoi? On a vu aussi la fin de l'indépendance de la justice, en tout cas la désillusion vis-à-vis de ça. La circulaire Moretti qui a demandé aux juges de faire déferment systématique pour les mineurs, comparution immédiate pour les majeurs. Et avec tout ce qu'il y a d'humiliation, etc. Et eux, ils ont suivi en l'occurrence. En fait, ça a été la fin de l'illusion vis-à-vis de ça. Ça a été effectivement, on s'est pris dans la gueule effectivement la radicalité de l'État et le niveau de répression qu'il est capable de sortir au moment où effectivement des personnes se révoltent. Et effectivement, ça a été, comme on le disait, des révoltes à la fois sur la question des conditions de vie en fait dans nos banlieues et effectivement des questions par rapport aux conditions de subsistance, quoi. Voilà. Oui, donc pour réagir sur ce qui a été dit, j'adhère tout à fait quand on explique que les violences policières, elles existaient bien avant les Gilets jaunes, mais c'est effectivement le mouvement des Gilets jaunes qui les a visibilisées d'une certaine manière. Et là, on a eu un déferlement de violences policières par rapport à ce qui s'est passé assez récemment. On a eu aussi toute la machine qui s'est mise en route pour pouvoir intervenir dans les quartiers populaires en y commettant des violences. Et à ce stade, on a l'ensemble de la machine judiciaire qui va se braquer. Effectivement, déferlement systématique. On a eu énormément de jeunes qui ont été perquisitionnés très tôt le matin, et de l'autre côté on a eu également énormément de violence. On a beaucoup de jeunes qui ont été blessés au LBD, qui ont perdu des yeux. On a eu aussi monsieur Bendris à Marseille qui est mort sur un tir de LBD. C'est quelqu'un qui est décédé suite à un tir dans le thorax, alors qu'on nous parle d'armes qui sont à létalité modérée. En fait, ce sont des armes qui potentiellement peuvent tuer les lanceurs de balles de défense. Je voulais aussi revenir sur ce qui a été dit concernant les syndicats de police. C'est vrai que les syndicats de police ont maintenant une place qui est de plus en plus importante. Et je pense qu'on a en tête ce tract qui a été diffusé par le syndicat majoritaire qui parle des jeunes des quartiers populaires comme de nuisibles. Et c'est terrifiant d'entendre. C'est aussi terrifiant de ne pas avoir eu de réponse par le gouvernement ni par le ministère de l'Intérieur. Sans faire de parallèle, mais je pense que c'est important de le dire. Il y a Jacques Semelin qui a écrit un livre et qui schématise les crimes de masse, la manière avec laquelle ces crimes de masse peuvent être commis. Et il explique une chose, c'est qu'avant toute commission de crimes de masse, il y a un processus d'animalisation des individus. On va les créer, on va les fédérer politiquement une partie de la population en visant une minorité, un type de personnes, et en les animalisant. Au Rwanda, c'était les cancrelats. Lorsque le syndicat de police parle de nuisibles à éradiquer, derrière, c'est presque une déclaration de guerre. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que quand les policiers arrivent dans les quartiers, se croient d'une certaine manière tout permis. Et c'est ce qui était dit dans ce communiqué. Dans le communiqué, on disait ce sont des nuisibles à éradiquer. Et à la fin, si le gouvernement ne fait rien, nous agirons même contre leur avis. Mais il faut quand même se remettre un petit peu en question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut tolérer qu'un syndicat de police majoritaire puisse adopter un comportement factieux de cette manière et envoie ensuite des policiers? Alors, il y a aussi autre chose, c'est je veux revenir sur quand on évoquait le jeune Naël. À titre d'exemple, nous, au cabinet, j'ai comptabilisé sur les 18 mois qui ont précédé la mort de Naël, on a eu 5 morts dans des conditions similaires. Uniquement des personnes racisées des quartiers populaires. Amine Leknoun, qui est décédé à Neuville-en-Ferrain. On a Souel El Khalfaoui à Marseille. On a aussi Yacine Feza. On a eu également Jean-Paul Benjamin à Aulnay-sous-Bois. Et c'est toujours dans des situations qui sont presque similaires. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on avait les images. Ils ne pouvaient pas dire, dans leur rapport, dès le départ de l'intervention, qu'ils avaient été en danger. Parce qu'on voit directement qu'il est sur le côté. Et c'est extrêmement fréquent lors de ces homicides policiers. C'est un terme nouveau qui est né, mais que dès le départ, eh bien, la police crée un narratif. Et vous avez toute une série de mesures qui vont être mises en place
La première, c'est la criminalisation de la victime. On va sortir des antécédents qui parfois n'existent même pas, simplement pour expliquer, mais regardez, cette personne est délinquante, et donc c'était de sa faute. On va parfois, quand on n'a pas d'antécédents sur la personne, on va aller chercher la famille, des cousins ou autres, qui à un moment donné ont peut-être eu affaire avec la justice. Seulement, c'est une manière de pouvoir décrédibiliser la famille et le contexte et la voix qui va être portée par cette famille. Alors aujourd'hui, la solution, c'est de réagir aussi d'un point de vue judiciaire. Le droit, en tout cas moi je le conçois comme tel, est un outil que nous devons utiliser. Il faut déposer des plaintes, même si c'est difficile, même si ce sont des parcours du combattant, même si parfois les juges nous refusent un certain nombre d'expertises, c'est-à-dire pour pouvoir établir la vérité. On a maintenant des partenariats avec des nouveaux laboratoires qui font des expertises à titre gratuit. C'est le laboratoire Index. Ils ont travaillé très récemment sur l'affaire de l'île Saint-Denis concernant le jeune Samir qui était tombé à la Seine, qui a été sorti. On pourrait y revenir par la suite. On pourrait y revenir par la suite. On a ce laboratoire qui peut travailler. On a un certain nombre d'experts qui se mettent à la disposition des cabinets d'avocats et également des familles. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Il faut se rapprocher d'eux et il faut intenter toutes les actions qui sont possibles pour pouvoir rétablir une once de vérité. Merci à tous. Déjà, il y a un certain nombre de points qui ont été abordés. On a parlé de l'exclusion sociale et politique, des humiliations, des inégalités, de l'islamophobie, du racisme, de la pauvreté, de la répression de l'État. Marlène, est-ce que tu veux donner ton analyse en tant qu'élue du monde rural et du coup faire la transition sur les inégalités sociales et environnementales? Alors, je ne suis pas élue du monde rural, je suis élue d'une ville, la 6e ville de France. Voilà, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a des ponts à construire. Mais là, sur le constat, je pense que c'est une ville quand même qu'on s'apesantisse un peu sur ce qui se passe dans les quartiers populaires. La première chose, moi je remercie Morgane pour son témoignage et je pense que c'est important ce que tu disais sur il ne faut pas s'habituer parce que la difficulté dans tout ça, c'est quand il y a une permanence des violences policières dans les quartiers. Oui, le plus grand risque, c'est de s'habituer. C'est évidemment que vous, et vous en parlez, que vous vous habituiez, mais c'est aussi que le regard du reste du monde, le reste de la société, s'habitue en considérant que c'est normal et banal ce qui peut se passer dans les quartiers. Et ça, c'est insupportable, parce qu'en réalité, ce qui s'y passe est insupportable. Je pense que c'est important de le dire comme ça. Moi, je partage ce qui a été dit sur le fait qu'évidemment, la question des violences policières, elle n'est pas nouvelle et elle tient partie, ses racines, dans la question de la manière dont ont été matés les colonisés, je le dis comme ça, et également les ouvriers. Moi, quand on reprend dans les années 50, il y a eu des moments avec des violences, des personnes tuées. Je pense à des ouvriers, à Brest, à Nantes. Je pense évidemment le 17 octobre 61, le massacre du 17 octobre 61, où de fait on a des Algériens qui sont tués à Paris. Et donc on a une police qui s'est organisée autour du fait qu'il était normal de mater une partie de la population. Et cette partie de la population, en réalité, c'est celle qui occupe, j'allais dire, les places qui sont considérées les moins importantes dans le monde social. C'est ça le sujet. C'est un sujet d'inégalité, ça a été dit à plusieurs reprises. Donc, de fait, dans ce pays, on n'est pas traité de la même manière en fonction de où l'on est né et de comment on est né. Quand on est moins bien né, on est moins bien traité. Et ça, c'est un vrai sujet à traiter collectivement, parce qu'on parle quand même de la police qui est censée nous protéger, puisque de fait, ça devrait être là son rôle. Donc, je rappelle des évidences, mais je pense que malgré tout, c'est important que de le dire. Il y a Olivier Filleul, qui est un sociologue spécialiste de l'histoire de la police, qui disait que ce qui se passe actuellement, c'est
en réalité le retour à ce qu'était l'ordonnance de 1848, je dis bien 1848, où l'on considérait qu'à partir du moment où les forces de l'ordre avaient fait des sommations, elles avaient légitimité à tirer. Et donc on en est là, avec un fonctionnement de la police qui est celui-ci, et avec malheureusement, oui, une part, je crois, de la population qui banalise et qui commence à trouver normal que finalement la réponse soit celle-ci. Donc c'est ça le sujet politique auquel il faut qu'on s'attelle. Sur la question des déserts médicaux, qui peut paraître effectivement un petit sujet, mais tu l'as évoqué, Mardia, qui pour moi est assez révélateur. Quand je suis devenue adjointe à la santé en juin 2020, immédiatement, dans les sujets que j'ai voulu porter auprès de l'Agence régionale de santé, c'est la reconnaissance qu'à Nantes, les quartiers populaires sont des déserts médicaux. Parce que de fait, il n'y a plus de médecins qui s'installent, plus personne ne veut venir y travailler. Alors pour une raison qui est une raison de clientèle, je suis désolée de le dire comme ça, mais les médecins libéraux se disent je vais aller dans un quartier où de fait on a des pathologies plus importantes, des populations qui, parce qu'elles sont exposées à un certain nombre de nuisances environnementales, parce qu'elles sont exposées professionnellement à plus de risques, vont développer des pathologies plus difficiles à traiter, donc ça va prendre du temps, et au vu de la manière dont fonctionne aujourd'hui notre système, avoir des consultations plus longues, et ben c'est pas intéressant, et donc les médecins libéraux ne veulent plus y venir. Donc un des combats ça a été celui-ci, et c'est vrai que ça a été dur à le faire accepter, on a pu faire bouger l'Agence régionale de santé, ça nous a pris 3 ans, et pourquoi pour moi c'était un combat qui était extrêmement important? Parce que justement, je trouve que de pouvoir dire ce qui se passe dans les quartiers, c'est de même nature, en effet, que ce qu'on nous dit à longueur de journée a raison, qu'il y a des déserts médicaux dans la ruralité, de pouvoir dire, mais il se passe la même chose dans des quartiers qui pourtant sont hyper urbains, on pourrait imaginer qu'il y ait tout un tas de services, etc. Ça n'est pas la réalité, et donc c'était important qu'il y ait une reconnaissance officielle, finalement, de cette réalité, parce que ça permet, moi je trouve, à la fois de se dire, ben, en fait on est un peu dans le même bateau, et puis par ailleurs, et c'est pas négligeable, ça permet de nous aider à installer des médecins dans ces quartiers, ce qu'on est en train de faire, donc c'est aussi un sujet, mais voilà, donc c'est un des sujets, mais malgré tout, voilà, je pense que c'est toujours important de pouvoir expliquer précisément et de le faire reconnaître quelque part par le pouvoir, parce que quand on parle de l'Agence régionale de santé, c'est bien finalement le représentant du pouvoir sur les questions de santé sur nos territoires, de pouvoir faire reconnaître qu'il y a une difficulté particulière dans les quartiers et qu'il n'est pas normal que jusque-là elle n'était pas reconnue. Merci Marlène. Du coup, on peut peut-être approfondir un peu ce premier échange. Vous avez beaucoup parlé du coup de la criminalisation des victimes. Il y a aussi la criminalisation, quand on parlait Mornia, des contestataires, que ce soit des écologistes, des syndicalistes, des acteurs du monde social. Plusieurs fois, il a été évoqué la sédition, le caractère factieux des propos de la police. On se pose la question d'une préparation à la guerre civile, ou en tout cas d'un autoritarisme renforcé qu'on peut voir aussi à travers le contrôle étatique, le fichage numérique, la mise en place du CNU, du SNU. Et donc, toutes ces questions-là, elles peuvent aussi être intéressantes à réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut envisager. Voilà. Ça, c'était pas prévu dans mon plan, donc je suis un peu perdue, mais comme la question est passionnante, j'essaie de la formuler dans ma tête. Et donc voilà, traiter aussi de ce point-là et de voir du coup comment arriver ensemble à organiser déjà la défense de ces questions-là. Donc voilà, qui veut prendre la parole ? Je sais pas, Jamel, tu parlais de guerre civile, tu veux approfondir et comment se défendre, et donc du coup en dernier point, comment s'auto-organiser. Voilà. Et ensuite on laissera la parole à la salle. Moi j'ai assisté depuis ces 10-15 dernières années
quasiment à la militarisation du corps policier. D'abord, on les voit dans les équipements qu'ils ont, et dans le type d'entraînement qu'ils ont aussi. Effectivement, tout à l'heure, je disais, je me pose la question quelque part si l'État profond ne cherche pas la guerre civile. Parce que ce qui se passe dans ces quartiers-là, tout à l'heure, on a évoqué la BAC qui est tout à fait particulière. Pour moi qui regarde bien les quartiers populaires, j'ai plusieurs fois observé que la BAC, en fait, c'est comme les voyous des quartiers populaires. Parce qu'il y en a, ça existe dans ces quartiers-là, des voyous, des dealers, des malfaiteurs, mais eux aussi, la manière dont ils les approchent. J'ai vu de mes propres yeux des gens de la BAC discuter avec des dealers et leur prendre leurs produits, leur argent, sans aller au commissariat et faire le rapport. C'est des choses qui se passent réellement. Je ne suis pas en train de vous dire des choses voilà, qu'on ne peut pas... Si, ça existe vraiment. Ça va même plus loin. On a assisté à des jeunes qui nous ont témoigné en nous disant « Je me fais contrôler, on me vole mon produit, donc son cannabis, son argent de la journée, et on l'emmène en pleine nuit à 10-15 km de chez lui, de son quartier, et on le jette comme ça. » Ce sont des choses qui sont pratiquées par des gens de la BAC. Je ne dis pas que tous les gens de la BAC se comportent de la même manière, mais c'est des choses qui existent réellement. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, il faudrait que vous veniez dans ces quartiers populaires et observer, pas simplement faire des débats, discuter, intellectualiser un certain nombre de problématiques, mais quand vous déambulez dans ces quartiers, vous vous posez dans certains endroits, observez tranquillement, même si ça vous prend quelques heures, et vous le verrez de vos propres yeux. C'est des choses qui existent réellement. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'on a des discours pour criminaliser ce genre de population. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à l'heure, j'entendais dire aussi que le syndicat, parce que vous aviez évoqué le syndicat d'extrême droite de la police qui parlait de nuisibles. Moi, ça ne m'étonne pas qu'ils parlent comme ça. Parce que quand vous les voyez parfois sur le terrain, et encore une fois, je ne généralise pas des choses, c'est encore pire que les mots nuisibles qu'on entend. Tu n'es pas dans ton bled ici. Casse-toi. Tu es un Français de papier seulement. Mais regarde la tête que tu as. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je disais, il y a des petits ingrédients comme ça qui s'accumulent les unes par rapport aux autres. Je me dis, à un moment ou à l'autre, cette explosion elle sera plus violente qu'on a connue. La révolte, parce que pour moi, c'est pas des émeutes, c'est une révolte. C'est une réponse quelque part, une politique quelque part. On laissera plus faire, on veut plus se laisser faire, se faire tabasser gratuitement, se faire discriminer tout le temps. Quand vous allez voir des jeunes dans ces quartiers-là, qui ont la volonté certaine de vouloir travailler, d'aller de demander un logement ou eh ben, il est toujours assigné, toujours montré du doigt. Il le sent ça dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, je pense vraiment, j'ai pas envie de faire peur, mais simplement, on sent ces prémices, elles existent. Alors, effectivement, en 2027, il va y avoir une élection. Je ne sais pas ce qui va se passer entre 2023 et 2026, mais sincèrement, on n'est pas loin d'une grosse rupture. Du coup, moi je veux bien répondre. Alors c'est court, hein, mais ça nécessite en réalité des vraies discussions et du vrai travail de terrain. Alors plusieurs choses, parce que en fait, ce que tu poses comme question, Marjorie, c'est ce qu'on se pose tous dans les quartiers populaires, c'est comment sortir de cette situation, comment on va arriver. Alors on est peut-être un peu égocentré, mais en même temps on l'est parce qu'on s'intéresse tellement peu à nos problèmes, et c'est comment on va arriver à ce que nos gosses, parce que pour certains d'entre nous, de toute façon, on ne va pas vivre plus. C'est vraiment dans ces termes que les maires le disent, que nous avons déjà vécu. Mais comment faire pour que nos gosses vivent mieux, travaillent, soient un peu heureux? Et pour ça, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'accès au droit. Moi, j'y crois. Peut-être parce que je suis une juriste de formation, mais c'est fondamental de mobiliser le droit qui existe.
sur les questions de discrimination, sur les questions de violence policière, sur les questions de racisme systémique d'une manière générale, dans le travail, dans l'accès aux services publics, dans l'accès au logement. Mais pour ce faire, en réalité, et c'est là où en effet la justice sociale a un sens, l'injustice sociale, c'est que ces groupes de la population ne détiennent pas les moyens. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est d'une part, venir concrètement vivre avec les gens concernés, mutualiser les moyens, parce que quand on est issu ou dans une organe institutionnelle de gauche ou une grosse association, nous avons les moyens, d'une part, de payer un avocat, de visibiliser, mais moi je le vois même ces derniers temps, quand une affaire est visibilisée, quand on a des grosses orgas qui commencent à dire il y a de la violence policière, Naël a été exécuté, il faut se rendre à telle mobilisation, eh bien c'est concret en fait pour les gens, ça agit sur la conscience collective. Et pour ce faire, il faut que ce sujet devienne un sujet dont on s'en perd non seulement les gens, les acteurs et les actrices principales, mais ça, ils le font par la force des choses parce qu'ils vivent la situation et ils s'organisent, se structurent sous forme de collectifs, d'associations depuis des années, on peut les citer. Mais parce qu'ils remplissent ce critère social, eh bien très rapidement, ils sont freinés. Ils sont freinés parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils sont freinés parce qu'ils n'ont pas les moyens de médiatiser. Parce qu'en plus, il y a une médiatisation qui clairement engendre de la propagande fasciste. Et du coup, mutualiser ces moyens, ça nécessite de venir dans les quartiers, de composer avec les associations qui existent déjà, avec les habitants, d'être là, d'être présent. Je vous donne un exemple assez précis. On a des gosses qui vont en garde à vue à peu près tous les jours dans nos quartiers. Pour ma part, je suis dans des orgas syndicales, dans des orgas politiques depuis des années. Et je dresse ce constat, je leur dis, mais comment vous expliquer que nos militants blancs, quand ils se retrouvent au tribunal, vous êtes en capacité de rassembler 400 personnes? Et à juste titre, parce que la répression doit être dénoncée à partir du moment où nous dénonçons des injustices. Et comment expliquez-vous que quand il s'agit de nos enfants, vous n'êtes pas là? Depuis des années, je dis, mais venez, travaillons ensemble. Mais concrètement, les gens des quartiers populaires ne sont pas simplement dans la doctrine. Ils ont la tête dans le guidon. Ils vivent concrètement dans leur chair l'injustice et l'atteinte à la dignité. Donc, visibiliser. Travaillons ensemble sur ces questions-là, mais ensemble. Pas en disant simplement aux gens concernés de venir lors de débats. Mais concrètement, lorsqu'il s'agit d'expulsion, lorsqu'il s'agit de mise en garde à vue, lorsqu'il s'agit de déferment, dans le cadre d'une justice exceptionnelle qui s'est activée ces derniers temps, mais qui s'opère depuis des années pour nos jeunes. Et ça doit être fait partout, lorsque dans des organes syndicales, pendant des années, le défenseur des droits dénonce la discrimination à l'embauche raciale, ou la discrimination en matière d'évolution de carrière, et que des grosses organisations syndicales ne s'emparent jamais du sujet. Ça veut dire que ce sujet n'est pas un sujet important. Et c'est très problématique, parce que si tout ceci s'en met en branle, nous exerçons le rapport de force dans toutes les sphères de la société. Quand nous parlons du travail, et quand nous sortons des réformes de la retraite, pourquoi à un moment donné, les organes syndicales dont je fais partie et qui tentent de s'unir ne disent pas, mais d'une manière claire et franche lorsqu'ils passent devant les médias, il s'agit de tous les salariés, certes, il s'agit des femmes qui vont être particulièrement touchées, mais il s'agit aussi des racisés qui vont être tout particulièrement touchés. Pourquoi ne le font-ils pas? Il est temps de réagir, pas au moment où l'urgence a atteint des vies, mais concrètement sur le fond. L'auto-organisation existe déjà, et quand elle a voulu s'exprimer, c'est les camps de la gauche qui les ont ratatinés. Eh bien, très bien. Depuis le 27 juin, un grand nombre d'organes syndicales et d'organes politiques dites progressistes ont décidé, et c'est très bien, de travailler ensemble avec tous les clivages existants entre les gens des quartiers populaires et ces organes-là, pour plein de raisons. Parce que des désaccords sur le féminisme, parce que des désaccords sur l'islamophobie, parce que des désaccords, il ne faut pas évoquer la question raciale. Ça ne peut plus tenir. Si nous sommes tous ensemble,
ensemble, dans les rapports de force, dans le travail, sur les questions écologiques, sur les questions de violence policière, sur les questions sociales, nous gagnerons. Le cas contraire, nous ne gagnerons pas. Donc il est fondamental maintenant, dans le cadre de grandes mobilisations, il y en a une qui se passera le 23 septembre, mais également sur le terrain, d'être présent, de donner les moyens en termes de visibilité, mais également les organes politiques en termes de représentativité lorsqu'il s'agit des élections, de gens qui sont issus de ces quartiers populaires et qui sont en capacité de porter un discours clair sur l'état des lieux et un discours clair sur les mesures qui doivent être opérées comme nous l'avons fait pour les femmes. Il est déjà 6h10, donc là, si on veut laisser un petit peu la parole à la salle, on va essayer d'être un petit peu plus court dans les interventions. Farid doit partir dans un quart d'heure, donc du coup on est arrivé à comment s'en sortir. Et Mornia, tu parlais de travailler dans l'unité, tu as interrogé la place de la gauche et des syndicats dans ce contexte répressif, et tu parles de l'arme du droit. Voilà. Le droit au logement contre la répression, tu as parlé des élections, tu as parlé des marches et des mobilisations. Quelles sont vos réactions, Farid? Qu'est-ce que tu en penses? Maître Brunceau? Un, deux, c'est bon. En vérité, moi, comme dirait l'autre, c'est bon? Allez, moi, je suis, comme dirait l'autre, très pessimiste dans l'analyse, même si on a l'habitude dans nos organisations d'avoir une volonté de faire qui pourrait s'écrire des deux façons par ailleurs. Donc, comment on s'organise? Nous, on s'auto-organise depuis très longtemps. Héritier des luttes des immigrations des quartiers populaires, je ne vais pas, vu le temps, retracer, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie de s'organiser pour construire des rapports de force contre le racisme, les violences policières, le racisme systémique, ses effets, ses conséquences, les inégalités. Enfin voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, en fait, on va fêter les 40 ans de la marche. Et comme le soulignent nos t-shirts, le combat continue. Par ailleurs, si vous en voulez, il y a différentes tailles, ils sont stands de la TMF. Donc le combat continue, c'est pas qu'un effet de mode parce que c'est les 40 ans de la marche, mais ça renvoie effectivement à même quelque part une aggravation, une échappatoire, une aggravation effectivement des phénomènes de déshumanisation, de répression, avec un coup la baya, avec un coup on exécute des gamins, avec les humiliations au quotidien, avec le lot que sont les discriminations, etc. Bon, donc tout ça s'aggrave. Il y a des choses, mais innommables, dégueulasses, qui se passent tous les jours. Là, on a eu quelque part, entre guillemets, la chance, ça a été filmé. Mais moi, je vais vous donner une indication. George Floyd, ça a été filmé, c'est des millions d'Américains qui sortent dans la rue. Blancs, etc. et toutes les... voilà, confondus. En France, c'est quelques dizaines de milliers. Ça donne effectivement à pointer la mesure d'où on en est quelque part l'idéologie dominante, l'ascendant qu'elle a sur le processus de racialisation, c'est-à-dire un processus de déshumanisation, d'infériorisation et d'acceptation finalement des discriminations qu'on traite des gens différemment. Les migrants, les jeunes filles avec la baya, qu'on déshabille, qu'on réhabille comme on veut, normal. Voilà, des mômes qu'on assassine, la loi immigration là, qui arrive, qui est une loi sordide, les milliers de migrants qu'on laisse mourir en Méditerranée, les pays qu'on laisse détruire. À
africains et les gens qui viennent. Bon, tout ça, ça a l'air de se passer dans ce pays de manière assez paisible finalement. Alors on continue à ronronner avec chacun son segment, les écolos, la question sociale, il y a quoi d'autre là? L'écologie, la question sociale. Bon, c'est des réelles questions. L'effondrement écologique, c'est pas, ça nous concerne. Mais quand tu risques ta peau ou quand t'es impacté par des humiliations que tu vis toi, mais que tes gamins peuvent vivre. Moi, les militants ils sont le cuir dur, etc. Ils savent, tu fais cogner, j'ai encaissé. Mais quand tes enfants risquent, etc. Et quand effectivement, tu vois que sur ce qui s'est passé, effectivement, moi je suis éduque Bobigny, je vois les gamins se faire défoncer. Je suis dans le 93, je suis éduque dans la rue, moi. Les gamins qui se font tabasser, humiliés, je les vois tout le temps, continuellement. Les familles qui me disent ce que je peux faire. Là-bas, ils ont failli violer ma fille. Ils l'ont déshabillée, ils lui ont dit si tu parles, on va venir, on va prendre ta petite sœur. Vous vous rendez compte où on en est? Vous vous rendez compte où on en est? Donc quand je vois que politiquement ça n'a même pas suscité des débats sur on va mettre en place une caisse de solidarité, on va faire quelque chose pour demander l'amnistie parce que des mômes qui prennent du fer pour une canette c'est du caboche, qui prennent du ferme pour une canette volée, et qu'on nous fait derrière ça une diversion. On va dire maintenant les jeunes filles, on va les déshabiller, on va les habiller en fonction du bon vouloir de mecs complètement imbibés de racisme d'en haut dans l'éducation. Et que finalement tout ça a l'air de passer assez crème. Et dans 3 semaines, vous allez voir, il va y avoir une réforme. Tout le monde va passer sur la réforme et on va oublier toutes ces réalités, en vérité. Qui c'est qui va rester? Les organisations, les petites organisations, mais qui, avec le minimum, vont faire le maximum. Ça, il n'y a pas... Voilà. Et c'est pour ça que je disais en introduction, je suis très pessimiste dans l'analyse, mais optimiste dans la volonté de le faire. Et on est un peu tous comme ça. Même si on a l'impression que c'est des choses qui se répètent, et avec les mêmes impasses. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on voit au gouvernement, le Front National, le pouvoir, etc., moi je sais pas, moi j'ai l'impression que les idées du Front National, elles sont déjà en action. Elles sont déjà au pouvoir. Alors, sans doute que quand Marine Le Pen va arriver au pouvoir, et elle va y arriver, ça va sans doute désinhiber 10 fois plus la police. Donc on va avoir 10 fois plus de morts. Mais je ne sais même pas s'ils ont besoin de ça. Parce que, moi, la police, on sait ce qu'elle est. Mais ce gouvernement qui l'autorise à avoir de telles pratiques, à avoir effectivement des syndicats qui se permettent de faire des manifestations avec des appels qui sont odieux. Mais dans le monde, je sais pas moi, c'est des trucs, il y a des gens dans le monde qui regardent la France comme ça, ils disent ah c'est la France ça, ah ouais on connaît la France, son passé colonialiste, vichyste, ça, quelque part ça recommence quoi, ça bégaye. Et où sont effectivement, j'ai envie de dire quoi, que pour pas changer les organes traditionnels, voilà, ils ont du chantier à faire, vu que les luttes, voilà. Mais là-dessus, elles sont à la ramasse. Et effectivement, le fait de ne pas comprendre qu'il y a des articulations, autrement on est dans des logiques politiques mortifères, dans des impasses politiques, qu'il y a des articulations à faire avec... Et on le voit parce que la force aujourd'hui, rien ne se fera sans les habitants des quartiers populaires. Cette jeunesse qui s'est révoltée
de manière massive et qui, quelque part, a donné une leçon politique magistrale à toute cette gauche. J'en reste là. Merci Farid. Donc du coup, là effectivement, tu évoques la montée de l'extrême droite et toutes les conséquences que ça a au quotidien. Par rapport à ça, ce matin, il y a eu un débat passionnant ici, au même endroit, qui traitait de cette question. Et donc par rapport à ça, effectivement, la gauche traditionnelle et les syndicats, vous dites je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs, qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc du coup, par rapport à cette question-là, comment est-ce qu'on pourrait avancer pour à la fois se défendre et à la fois s'organiser face à ce rouleau compresseur? Et deuxième question, le droit, l'arme du droit dont parlait Mornia, est-il suffisant? Les jeunes qui se sont révoltés ne sont pas passés par le droit. Les gilets jaunes, dont j'ai été un acteur des mouvements, ne sont pas non plus passés nécessairement par la question du droit. Donc voilà, donc je pose ces deux questions-là. Il y avait Pierre et Mehdi qui voulaient parler, et puis peut-être ensuite Marlène, et puis après la salle. Ça vous va? Donc Mehdi. Oui, moi je vais venir peut-être sur les exemples d'auto-organisation, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je vais peut-être revenir justement sur l'expérience à Saint-Denis, là, la petite expérience qu'on a pu avoir, là, ça fait donc 1 an qu'on a monté un collectif pour essayer de faire visibiliser en fait les violences policières à Saint-Denis, faire de l'accompagnement et essayer de monter de faire monter en fait des questions politiques sur la question des violences policières et tout. Nous en fait c'est parti de en gros, il y avait eu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était février dernier, et de fait, il y avait des supporters le soir qui s'étaient mis à fêter, en gros, des Sénégalais qui s'étaient mis à fêter la victoire et tout, et en gros, il y a eu une charge de la police municipale, alors qu'en plus, c'est même pas son taf, quoi, enfin, elle est pas là pour faire du maintien de l'ordre et tout ça, en gros, elle a pété les dents d'une gamine. J'avais vu ça, en fait, j'avais filmé ça, et à partir de là, on s'est dit, bon bah vas-y, on va accompagner la famille, on va essayer de médiatiser l'affaire pour essayer de faire en sorte de, voilà. Au final, on a réussi à médiatiser, on s'est mis en lien avec la famille, on a réussi à se mettre en lien avec des avocats justement et tout ça, qui prennent l'aide juridique pour essayer de faire en sorte que voilà, ça soit pas trop pesant sur les épaules de la famille. Et en gros, à partir de là, on s'est dit, bon bah, en fait, ce genre de truc, effectivement, enfin, je veux dire, ça vient tout le temps à nos oreilles, chez nos potes, chez les autres et tout ça. On s'est dit, il y a trop de cas comme ça, qui sont pas vus, que personne ne voit, etc. À partir de là, on va essayer de faire en sorte de généraliser, en fait, ce qu'on a fait avec la famille Aminata, avec les autres, quoi. De ce qu'on a fait, et à l'intérieur de notre collectif, maintenant, voilà, on se retrouve avec effectivement des personnes, des militants du mouvement social, syndicaux, etc. Des personnes qui n'ont jamais milité, je veux dire des jeunes de quartier qui n'ont jamais milité, qui sont victimes, qui ne le sont pas, ou qui sont potes d'eux, etc. On s'est mis en lien avec le comité Justice et Vérité pour Yanis. Yanis, c'est un gamin qui s'est fait tuer par un véhicule de la BAC il y a 2 ans, sur l'autoroute A1, juste à côté de Saint-Denis. En gros, on s'est mis en lien avec eux. En fait, c'est un comité. Enfin, la plupart du temps, en fait, la question des violences policières, elle repose toujours sur les épaules des familles qui se retrouvent ultra pressurisées par la police, par la justice, par les médias, etc. En fait, l'idée, c'était de se dire, et en tout cas, c'est pour ça que c'était même pas une main tendue. En fait, c'est eux qui se sont ramenés. Ils se sont dit, ouais, en fait, les gars, on veut militer avec vous. On va essayer de monter des actions avec vous et tout ça, parce qu'en fait, c'est trop lourd pour nous, quoi. C'est trop lourd. Donc à partir de là, en fait, on a fait ça, quoi. Et donc oui, à la fois on fait de l'accompagnement juridique pour essayer de faire en sorte de, voilà, comme je vous ai dit, la mise en lien avec les avocats et tout. Et aussi, il y a un truc, quoi, c'est que, nous, effectivement, le droit, c'est un outil. Effectivement, le droit, ça peut être une arme, etc. Mais malgré tout, le droit, c'est l'expression d'un rapport de force à un instant T, quoi. Et là, actuellement, le droit, il n'est pas du tout de notre côté. Mais vraiment pas. Donc nous, en fait, quand on fait de l'accompagnement juridique, on va pas dire à la famille, ouais, tranquille, on va gagner, machin, nana, etc. C'est quoi? C'est 40% de non-lieu et 30% de... je sais pas, enfin, en tout cas, les flics, en fait, ils s'en sortent tranquillement, quoi. Où il n'y a même pas d'instruction, rien.
Et donc de fait, nous, on n'y va pas avec illusion, on va pas raconter des conneries en fait à des personnes qui sont victimes, c'est pas du tout l'idée. Et donc de fait, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'essayer de porter le truc que c'est en essayant de s'entendre politiquement, etc. Et en essayant de s'entendre sur des revendications notamment, et en essayant de, voilà, je sais pas, nous, à Saint-Denis, bon, il y a plein d'interlocuteurs. Ça peut être la mairie, ça peut être la préfecture, ça peut être, voilà. Et en fait, à partir de là, comme le MIB à l'époque pouvait le faire, en fait, on essaie d'interpeller ces interlocuteurs sur nos revendications. Et en fait, ce truc-là, je pense que c'est typiquement le truc qu'on pourrait essayer d'élargir au niveau national. C'est-à-dire, comme le disait Mornia, en fait, les syndicats, ils sont nulle part, en fait, là, pour l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 6 mois, il y a eu la réforme des retraites et tout ça. Depuis, effectivement, alors il y a eu cet appel, on a co-signé avec les syndicats, etc. Mais, en attendant, je veux dire, la puissance de feu des syndicats, pourquoi on l'utilise pas ? Pourquoi on l'utilise pas? Nous, typiquement, de notre côté, à Saint-Denis, avec les militants syndicaux, on se retrouve avec des gens qui nous donnent leurs moyens, qui nous donnent ça passe par des trucs à la con, concrets, hein. C'est des logos, c'est une sono, c'est machin, le réseau, etc. Pourquoi à l'échelle nationale, ça n'arrive pas? Alors que je veux dire, ils ont une puissance de feu extraordinaire. Et en plus, en l'occurrence, quand je parlais tout à l'heure du fait que les révoltes, c'était des révoltes aussi de la faim, les syndicats, en fait, on peut aussi s'entendre sur des revendications dont ils ont l'habitude. Augmentation du SMIC de 400 balles ou des trucs sur l'inflation, avec les salaires qui peuvent essayer d'être indexés sur l'inflation, etc. On peut s'entendre. Pourquoi on n'y est pas, en fait? Donc l'idée, c'est essayer de, justement, cette petite expérience dionysienne, d'essayer de l'élargir au niveau national, et donc sur des revendications claires, à la fois sur les questions sociales, pour essayer d'aller aussi... je veux dire, il y a tellement de potentialités. Là, en 8 mois, en fait, on a vu qu'il y a eu 6 mois de grève, et juste après, il y a eu une crise avec la révolte des banlieues. Et ensuite, il y a aussi les militants écolos, etc., qui ont une forme de radicalité énorme. Pourquoi, en fait, on ne va pas s'appuyer sur ces potentialités-là? L'idée, c'est d'essayer de faire ça sur des revendications claires, et notamment donc, sur les questions des salaires. Et aussi, un truc, c'est l'abrogation des lois racistes et sécuritaires, et l'amnistie et la libération de toutes les personnes qui ont été écrouées du côté des révoltés. Voilà. Pierre ? Oui, merci. Pour rebondir, est-ce que le droit est un outil? Moi, je le pense, j'en suis convaincu. Alors, effectivement, c'est difficile. C'est un chemin de croix. Déposer plainte, pouvoir obtenir justice, ça demande énormément d'efforts. On a aussi beaucoup de barrières qui vont s'opposer à nous, notamment dès l'IGPN. Dès le moment où vous allez déposer plainte auprès de l'inspection générale de la police nationale, ça va être très difficile parce que généralement, c'est toujours le cas, ce sont des policiers et donc ils vont pas mener les investigations avec peut-être la même intensité que si c'était une brigade criminelle ou autre. À titre de comparaison, sur des dossiers criminels pour des crimes qui ont été commis par des policiers, il suffit de regarder le nombre d'actes d'investigation dans un dossier, on est à peu près à 10 fois moins. On a 10 fois moins d'actes d'investigation de ces enquêteurs de l'IGPN sur un dossier de violence policière que sur un dossier qui va être mené sur des crimes entre guillemets de droit commun par la brigade criminelle. Derrière, après l'IGPN, vous avez aussi une autre barrière, c'est celle du ministère public, le procureur de la République, qui est habitué à travailler avec ses policiers. C'est pour ça qu'on essaie de demander systématiquement un dépaysement pour que ce ne soit pas les procureurs de la République qui dirigent l'action de l'IGPN contre des potentiels collègues policiers. Donc on essaye d'aller au-delà, c'est pas toujours accepté, c'est assez difficile, mais le ministère public, il est d'une certaine manière coincé, il est supposé représenter l'intérêt général, mais à partir du moment où ce sont des policiers qui vont être mis en cause, le ministère public va y aller vraiment avec le frein à main pour rester correct, mais parfois on se rend compte qu'il y a une forme d'inertie, ils ne vont rien faire du tout. Ensuite, il y a une autre stratégie, et ça on l'a vu à plusieurs reprises pour essayer d'invisibiliser ces violences policières, c'est qu'on va nous refuser l'accès au dossier
dès le départ, on va nous refuser l'accès au dossier pour qu'on n'ait pas la possibilité de faire des demandes d'actes pour être sur le dossier et faire progresser les investigations. Ce que je veux dire, c'est que, en théorie, lorsqu'un crime est commis, en tant qu'avocat, en tant que famille de victime, vous pouvez avoir accès au dossier très rapidement. Mais sur les violences policières, on va vous refuser cet accès au dossier. Et derrière, on va constater que vous avez une enquête qui va devenir figée. Et le moment où on aura accès au dossier, eh bien, ce sera trop tard pour pouvoir demander les caméras à tel endroit ou d'autres actes d'investigation, puisque les preuves vont disparaître. Et nous, on a trouvé des moyens, c'est qu'on essaye d'aller au-delà. Là, l'exemple assez récent, c'était pour Monsieur Bendris, qui est mort à Marseille suite à un tir de LBD du RAID. On a également son frère qui s'est fait éborgner la veille. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur place et on a fait une enquête de voisinage en partenariat avec la LDH, en partenariat avec des associations des quartiers qui étaient présentes. Et on est parti voir les commerçants, demandant s'ils avaient vu quelque chose, et ça nous a permis de remonter un témoin. C'est un exemple que je donne, mais on a aussi fait des propres demandes, un schéma avec toutes les caméras. En fait, on est obligé d'aller au-delà, il faut aller plus loin, et ça demande un temps fou, c'est vrai, mais c'est tout à fait nécessaire, et parfois, on peut faire chou blanc, mais parfois ça peut également fonctionner. Ça, c'est tous les freins qu'on peut avoir, mais je pense, oui, sincèrement, le droit est un outil, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que si aujourd'hui, d'une certaine manière, l'institution judiciaire, eh bien, elle répercute un certain nombre d'inégalités sociales aussi. Évidemment que si vous êtes pauvre avec un capital social plus faible, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'institution. Mais maintenant, il y a des associations, il y a des cabinets d'avocats qui font du pro bono aussi et qui sont spécialisés et qui peuvent le faire. Il ne faut pas hésiter à se tourner aussi vers tous ces interlocuteurs. Moi, j'ai un exemple qui est frappant, et on parlait tout de suite de Samir qui était dans la Seine, qui avait fui un contrôle de police, qui était tombé dans la Seine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant le confinement, et on avait eu un enregistrement, une vidéo qui avait été faite, et on entendait un policier qui disait « Un bico, ça ne sait pas nager ». Un bico, ça ne sait pas nager, on aurait dû lui mettre un boulet au pied. Je vous dis ça parce qu'on y était en fait à l'audience. J'étais à l'audience avec Ariel Halimi et Mornia était présente. Ça a duré pendant 2 jours. Donc Samir, qui est en situation irrégulière, a réussi à faire condamner en première instance 6 policiers pour des violences qui ont été commises à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, assorti d'un bracelet électronique. Alors ça peut paraître extrêmement peu important par rapport aux condamnations qui ont été là en comparaison médiatique. Mais pour condamner 6 policiers à 6 mois de bracelet électronique, nous on considère que c'est une réelle victoire. Et je pense que pour eux ça a été insupportable parce qu'il y a eu un appel, on s'est retrouvé devant la cour d'appel et on a eu des discours qui étaient réellement inaudibles. On a eu une avocate générale qui a expliqué, en regardant dans les yeux le Samir, qui était partie civile, qui s'est fait questionner, mais comme une victime de violence sexuelle dans les années 70, en disant qu'il avait menti depuis le départ, que c'était odieux, qu'il avait fait condamner des policiers, que c'était rétablir une peine de mort, c'est les mots qu'elle a employés. Parce que je pense que elle a également dit que pour elle, le mot bico n'était pas une injure à caractère raciste, en demandant la relaxe pour tous les policiers. Et en fait, je pense que pour eux, c'est insupportable qu'avec ces outils de droit, on arrive à renverser une forme d'ordre bourgeois où certaines personnes sont d'habitude protégées. Et là, grâce à ces mécanismes, eh bien, Samir, qui est en situation irrégulière, arrive à faire condamner tout de même des policiers. Donc, je pense qu'il faut continuer à se battre avec tous ces outils qui sont à notre disposition et progressivement les juges, même si on a toujours ces freins avec l'avocate générale qui a tenu ces propos qui sont inaudibles, eh bien, on a quand même des juges qui sont parfois de plus en plus sensibilisés aussi à la question des violences policières. Donc, il faut tenter des recours, il faut y aller et il faut continuer. Merci. Donc, Pierre, tu rappelais ces derniers éléments. Donc, par rapport à la question passer des répressions à l'auto-organisation, il a été dit par un certain nombre d'entre vous que l'auto-organisation dans les quartiers, elle existait déjà. On pouvait utiliser l'arme du droit, même si le rapport de force n'était pas nécessairement en notre faveur, qui avait la possibilité aussi de faire converger les revendications et de mutualiser les moyens, notamment syndicaux, par rapport à la question de ce que tu appelles les émeutes de la faim, des radicalités avec notamment les collectifs écologistes, sur aussi la question d'un ensemble pour le respect, la dignité face à la criminalisation et à l'animalisation, et moi je rajouterais aussi à l'islamophobie, qui sont utilisés pour nous diviser les uns les autres et pour trouver des boucs émissaires. Tu as donné, Mehdi, l'exemple de ce que vous faisiez à Saint-Denis, notamment la multiplication des interlocuteurs. Marlène,
questions. Et ensuite, on a qui se sont inscrits pour réagir. On a Yacine et Lies. Et donc, si deux femmes ont envie d'intervenir aussi pour faire un petit peu de parité, voilà. Alors, comme élu, d'abord, la première chose que je voudrais souligner dans certainement les solutions et les pistes, c'est qu'on a un problème aujourd'hui de représentation politique. Alors moi, je suis élu dans une ville où les adjoints des quartiers les plus pauvres s'appellent Ali, Aïcha, Abbassia, certes. Sauf qu'on voit bien que, en gros, plus on monte dans les responsabilités politiques, on va trouver des personnes qui vivent dans les quartiers et qui éprouvent dans leur chair. Vous l'avez dit, et je ne reviendrai pas dessus, les difficultés liées à la discrimination, au racisme, etc. Donc on a un sujet de représentation. Moi je crois que de ce point de vue-là, quand il y a eu l'accord électoral de la NUPES, on a loupé quelque chose, collectivement. Je crois, et Mornia, il me semble qu'on avait fait une réunion ensemble à Paris, où tu faisais partie de celles et ceux qui avaient dit fortement que dans le cadre des désignations et des discussions, il fallait qu'il y ait une représentation effective des personnes qui seraient candidates pour la NUPES, donc des personnes des quartiers. Et je crois que de ce point de vue-là, clairement, quand on regarde aujourd'hui ce qui est l'Assemblée nationale et même ce qui est le groupe de la NUPES, on a eu un loupé. Donc il faut savoir le dire. Et donc oui, il y a un sujet de représentation politique sur lequel il va falloir qu'on finisse par avancer. Premier point. Sur le deuxième point, c'est sur la question de la construction du rapport de force. Moi, je crois que pour ça, et donc c'était mon propos liminaire, on a besoin un peu d'élargir la base. Vous avez des revendications qui sont les vôtres et qui sont sur lesquelles, pareil, je ne reviendrai pas, mais il y a un certain nombre de revendications, d'ailleurs, que vous avez aussi esquissées, sur lesquelles on peut largement convaincre et on peut faire en sorte que des personnes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, qui n'ont pas l'habitude de militer ensemble, en fait, puissent porter un certain nombre de sujets. Peut-être pour avoir un propos plus positif, mais j'ai l'impression que ce qui peut aussi faire un peu réalité commune entre les quartiers populaires et puis certains villages, certaines communes et notamment la ville où j'ai grandi, si je parle de mon expérience, c'est, j'allais dire, une forte dimension identitaire, communautaire, mais je le dis vraiment de manière très positive, c'est-à-dire un endroit où on se sent bien, où on a conscience de l'interdépendance des uns et des autres et où en fait on a envie de faire ensemble. Et c'est en fait, c'est ce qu'on appelle la solidarité, et que ces endroits-là où il y a une solidarité très forte qui s'exerce, c'est aussi, pour moi, je crois, un moteur pour pouvoir construire des mobilisations. Donc voilà. Donc moi, c'était mon propos. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, et évidemment, vous en parlez beaucoup mieux que moi. Et si, juste un mot, mais la réalité, c'est que le pouvoir nous divise. C'est ça le sujet. Le pouvoir nous divise, donc c'est à nous d'essayer de montrer comment on peut évidemment surplacer ça, parce que sinon on n'y arrivera pas, chacun dans son coin, et vous l'illustrez très bien. Aujourd'hui en France, le constat que je fais, moi, c'est que quand on est une personne racisée, issue de quartiers populaires, qui a des convictions religieuses, qui sont incompatibles avec la France, je le dis parce que l'islamophobie aujourd'hui, elle est visible. Et qu'on soit traité de cette façon, je trouve ça inhumain. Je trouve ça horrible parce que la France, on a cette casquette et on a cette responsabilité d'avoir créé cette déclaration des droits de l'homme. Tout homme naît libre en droit et en dignité. Et moi, je fais le constat que non, en fait. Parce que quand je vois, parce que j'habite Nanterre, j'ai vu ce qui s'est passé par rapport à l'affaire de Naël. Quand je vois tous ces jeunes qui se sont révoltés et qui se sont pris 6 mois, un enfer pour avoir pris une canette ou pour être passé par là, je trouve ça terriblement dur. Quand on compare à nos affaires, où il y a eu des morts, où ces assassins, pour notre cas, a avoué le crime, mais qu'aujourd'hui, libérés après 6 mois de détention, je trouve ça horrible en fait. Comment on peut être poursuivi pour meurtre, homicide volontaire, détention illégale d'armes, violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique,
et être dehors après 6 mois. Si ça, c'est pas du racisme systémique, si ça, il n'y a pas une violence étatique, je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Donc si on ne se réveille pas, si notre problème n'est pas le vôtre, on n'avancera pas. Donc il faut un réel mouvement social pour que ces choses changent. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on vit ce genre de choses. En 2023, c'est un crime raciste, c'est des choses qui se sont passées il y a des années, 60 ans, 70 ans avant nous. Avec, par exemple, Ali Kousekine. Comment c'est possible qu'en 2023, ces questions continuent à se poser ces questions? Je trouve que c'est terriblement choquant et c'est violent. Et on continue à se battre pour faire valoir nos droits, pour faire valoir les droits de nos frères, parce que tout homme est libre en dignité. Et on a droit à cette dignité. Et on ne sera pas victime de l'État. C'est pourquoi on va continuer à se battre.